soucis de télécom qui font qu'il y a 5-10 personnes qui sont fait déconnecter au même moment. Donc, bonsoir à tous. Je vous remercie et je vous prie d'accueillir Monsieur Ayewode Urbain Amoussou, qui sera là aujourd'hui pour nous parler de tout ce qui est rédaction de la partie financière du plan d'affaires. Ce que ça veut dire concrètement, c'est tout ce qui est en fait l'étude financière pour un projet que l'on veut porter, pour un projet que l'on veut pouvoir présenter typiquement à une banque, ou présenter son projet autour de soi, ou présenter un incubateur. Il y a de nombreuses situations. Vous vous rappelez la séance 4, séance 4 et 5, il y avait eu toute la partie du plan d'affaires qu'on avait vu en détail avec des conférenciers. C'est la suite logique. Le but est de pouvoir vous montrer qu'est-ce qui est attendu, quels sont les éléments financiers. C'est peut-être un peu complexe et avancé, on est conscient, mais c'est une étape nécessaire pour le jour où vous voulez aller voir un investisseur. Quand je dis investisseur, peut-être une banque pour un financement bancaire pour votre projet, ou avoir accès à d'autres financements, ou présenter votre projet même lors d'une compétition, lorsqu'il y a des compétitions de projets. Je pense que c'est vraiment un élément important et essentiel. C'est vraiment la suite logique du plan d'affaires économique. Donc pour tout ça, il en parlera mieux que moi-même. Je vous remercie en tout cas d'être là. Et surtout, Monsieur Amoussou, merci à vous. Monsieur Amoussou, en fait, intervient au Nounia Lab. Il pourra vous en parler. Il est chargé d'affaires là-bas. Il a aussi son propre incubateur. Et le Nounia Lab, c'est un incubateur. Donc, c'est un endroit où on peut accélérer un projet avec un coaching, des conseils sur toutes les parties techniques, financières, comptables, tout ce qu'il faut pour un projet qui a potentiel. Ça permet d'accélérer les choses, de les amener de manière beaucoup plus rapide et avec des experts. Donc, il a quand même beaucoup d'expérience et je vous prie de l'accueillir et surtout, comme d'habitude, de participer et de ne pas hésiter à poser vos questions. Merci. Je vais laisser la parole à Monsieur Amoussou qui va partager son écran aussi. Alors, bonsoir Adrien, bonsoir à tout le monde. Alors, c'est la première fois que j'utilise cet outil. On a testé ça aujourd'hui. Je vais essayer quand même de le faire. Donc, je pense que c'est un peu ça. J'espère que tout le monde arrive à voir l'écran. Oui, ça fonctionne très bien. Parfait. Alors, ce soir, je vais vous parler de la partie financière du business plan. D'après ce que j'ai compris, vous aviez déjà eu à faire tout ce qui est partie technique ou du moins le squelette complet d'un business plan. Alors déjà, je suis Urbain Amoussou, je suis le chargé d'affaires de Nounia Lab, je suis aussi le fondateur de l'incubateur Cube. Et donc, Nounia Lab aussi c'est un incubateur, Cube c'est un incubateur. Notre rôle en fait, c'est de préparer les entrepreneurs sur le plan managérial, sur le plan technique, sur le plan éducation financière pour après les présenter à de potentiels investisseurs pour qu'ils puissent mieux gérer leurs projets, faire de bons retours, que ce soit techniques, financiers aux investisseurs. Donc, voilà un peu présenter qui je suis. Maintenant, la particularité, c'est que je suis moi-même entrepreneur aussi. Et donc, tout ce que nous utilisons comme outil est basé en grande partie sur nos propres expériences. J'ai lancé ma première entreprise en 2009 alors que j'étais encore au Maroc. Donc, depuis 2009, j'ai mes propres structures que je gère. Donc, voilà un peu. Alors, pour le déroulement de la formation, si à tout moment vous avez une question, vous pouvez m'arrêter. Normalement, ce type de formation... Il y a déjà quelqu'un qui parle? OK. Ce type de formation, normalement, on le fait sur minimum 48 heures. Mais en 2 heures, on va essayer de parcourir le maximum et aller à l'essentiel. Et comme prévu dans le programme, je vais revenir rapidement sur certaines choses pour m'assurer que vous avez vraiment les bases avant de démarrer. Et donc, en matière de formulation de business plan, d'un plan d'affaires ou de projection sur un projet d'entreprise, il y a, disons, globalement 3 étapes. Il y a tout ce qu'il faut pour créer de la valeur, d'accord? Et donc, comment formuler, comment identifier sa problématique, comment faire sa proposition de valeur.
Il y a tout ce qu'il faut pour diffuser sa proposition de valeur vers les clients, donc segmenter les clients, faire des activités pour produire, mobiliser des ressources, faire une étude macro du marché pour s'assurer que réellement sur le marché on peut se positionner, les canaux de distribution, les relations clients à mettre en place. Et puis maintenant, il y a tout ce qu'il faut maintenant pour capter de la valeur. Capter de la valeur, c'est gagner de l'argent, c'est pouvoir avoir un impact sur le terrain. Et donc, tout ce qui est flux de revenus, d'accord, tout ce qui est relation avec les partenaires. Donc, à notre niveau, en tout cas à Cube, à Nunia Lab, l'outil principal pour nous, c'est le modèle économique, c'est le business model. Et donc, c'est ça qui permet, une fois que vous l'avez maîtrisé, une fois que vous l'avez réalisé, utiliser les données pour pouvoir faire le business plan est super facile. D'accord? Donc, voilà un peu à quoi ressemble le modèle économique à notre niveau. Je pars du principe que vous avez déjà un peu vu tout cela. Alors, ici, c'est quelques exemples de modèles d'affaires. Suivant votre projet, vous pouvez vous concentrer. Le one-shot, c'est par exemple que vous vendez un produit une seule fois et vous n'avez pas besoin de développer une relation avec le client. Dans un modèle économique, vous ne pouvez pas en fait, et c'est une erreur que font la plupart des entrepreneurs, vous ne pouvez pas vouloir faire tout dans le projet. Et donc, l'idée ici, en faisant un modèle économique, c'est de s'appesantir sur l'essentiel, sur ce que vous êtes à même de faire et ce qui vous rapporte le plus d'argent. Donc, il y a plusieurs modèles d'affaires qu'on peut mettre en place. Il y a l'objectif aussi d'un entrepreneur, je dis souvent ça aux entrepreneurs, votre objectif n'est pas de courir dans tous les sens juste pour montrer que vous êtes entrepreneur, mais au final, l'objectif, c'est de créer un système, d'accord? Un système qui marche tout seul. Et donc, je dis aux entrepreneurs, vous êtes entrepreneur quand vous pouvez voyager pour 6 mois et quand vous revenez, l'entreprise est toujours viable. En ce moment, vous savez que vous avez une vraie entreprise. Et donc, il y a quelques exemples de systèmes qui marchent déjà super bien, que vous pouvez étudier, et essayer sur votre entreprise. Alors, j'ai donné ici quelques exemples de personnes qui ont réussi à mettre en place un système qui fonctionne super bien. Prenez par exemple Bill Gates. En réalité, Bill Gates a développé juste un microprocesseur. Il a su signer un contrat, mis en place un système, et donc aujourd'hui, chaque fois qu'on vend un ordinateur dans le monde, il gagne de l'argent. C'est un peu ça le travail. Alors, maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques questions à poser pour démarrer. On va aller rapidement, une seule personne par question, je pense que c'est déjà suffisant vu qu'on n'a que 2 heures. Donc, quand je dis qu'est-ce qu'un besoin, qui peut me dire c'est quoi un besoin? Adrien, je ne sais pas comment ça marche, mais je suppose que les gens peuvent utiliser leur micro pour répondre, c'est ça, non? Oui, tout à fait. S'il vous plaît, n'hésitez pas à répondre à la question directe. Donc, on démarre. Qu'est-ce qu'un besoin? Ne soyez pas timide. Hein. Qu'est-ce qu'un besoin? C'est 10 petites questions pour situer le cadre et voir si tout le monde... Oui, moi je veux tenter de répondre. Un besoin, un vide à combler, un manque qu'on cherche à combler. D'accord, un manque qu'on cherche à combler, parfait. Ok, qu'est-ce qu'une idée? Un autre, qu'est-ce qu'une idée? Hello? Qu'est-ce qu'une idée? Ça a l'air tout bête comme question, mais c'est important pour la suite, vous verrez tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'une idée pour vous? N'hésitez pas, il faut y aller. C'est pas des questions trop difficiles, il n'y a pas de piège. Il n'y a vraiment pas de piège, c'est juste pour... Allô? Je peux y aller. Ou bien on va aller directement. Qu'est-ce qu'une idée d'affaires? Non. Oui, allez-y. Monsieur Afondalo qui répondait. Bon, une idée,
c'est une imagination, oui, une vision qui me vient dans la tête que je veux réaliser. Ok, parfait. Donc, une idée suppose que, ok, la conception est toujours dans votre tête, d'accord? Et donc, ce qui nous amène à idée d'affaires. Alors, quand on parle d'idée d'affaires, ou bien quand vous êtes encore, on dit que vous êtes à l'étape d'idée d'affaires, ça voudrait dire que vous avez une conception, une pensée, d'accord, pour pouvoir résoudre un besoin. On parle d'affaires quand votre idée, d'accord, résout réellement un besoin. Et donc, qui dit besoin dit aussi qu'il y a des clients derrière, d'accord? Alors, maintenant, la grande question, c'est quand est-ce qu'on peut dire maintenant que vous n'êtes plus à l'idée d'affaires, mais vous êtes maintenant sur un projet? Quand est-ce qu'on peut dire c'est un projet? Oui. Je peux intervenir? Allô? Allez-y. Je peux intervenir? Allô, je peux intervenir? Allez-y. Allô? Oui. Je peux intervenir? On parle de projet lorsqu'on est arrivé à sortir l'idée de la tête et le matérialiser en l'écrivant et disons, en exigeant cette idée, en faisant l'étude, bon, tous les détails. Ça veut dire qu'on a l'idée sur papier, on sait de quoi on fera, de quoi on parle exactement. OK, parfait. Donc, on parle de projet quand vous arrivez maintenant à écrire clairement votre idée sur papier et voir en fait en matière de structuration, d'accord? Il y a une structure maintenant qui est mise en place sur papier qui dit OK, en matière d'affaires, en matière de voilà le modèle que je veux mettre en place. Et donc, une entreprise va reprendre en fait toutes les définitions qu'on a vues tout à l'heure. Donc, une entreprise, en fait, c'est d'abord une organisation, d'accord, qui permet en fait de résoudre un besoin tout en gagnant de l'argent. Il est important d'avoir ces trois choses réunies, ou bien toutes ces choses réunies pour dire que vous avez une entreprise. Si vous n'avez pas d'organisation, vous n'avez pas encore d'entreprise. Si vous ne résolvez pas un problème, vous n'avez pas encore de clients, vous n'avez pas encore d'entreprise en réalité. Si vous ne gagnez pas d'argent, je suis désolé, mais vous n'avez pas encore d'entreprise. Aujourd'hui, même quand on dit entreprise sociale, vous résolvez quand même un problème, vous gagnez de l'argent et vous réinvestissez. Alors, donc, pour faire très simple, voilà un peu où nous mènent tous ces questionnements. Donc, une entreprise, c'est une organisation qui a pour but de produire, fabriquer, vendre des biens pour satisfaire des besoins liés à des problèmes tout en générant des bénéfices. D'accord? Alors, on rentre en fait maintenant dans le business plan. Alors, le business plan, ça fait peur à plusieurs personnes, mais en réalité, le business plan, je dis souvent que c'est un langage. D'accord? Une fois que vous avez fait votre business model, le modèle économique, le business plan, c'est un langage. Dans quel sens? Quand vous prenez les maths font peur à plusieurs. Il y a quelques années, moi, j'avais beaucoup peur des maths, jusqu'à ce qu'un ami me dise, écoute, Urbain, les maths, en fait, c'est un langage. Et quand tu comprends ce langage, il est très facile, en fait, de pouvoir faire les maths. C'est exactement la même chose pour un business plan. Un business plan, quand vous ne comprenez pas les termes utilisés, vous ne pouvez absolument rien faire. Et donc, la partie la plus importante de cette formation, c'est les définitions. Et donc, on commence d'abord par les actifs. Quand on dit actif dans le projet, actif dans le projet, au niveau comptable, c'est tout ce qu'il y a comme possession de l'entreprise. Il est important que vous suivez. Si jamais quelqu'un à un moment donné n'arrive plus à suivre, qu'il le dise clairement. Donc, un actif, en fait, c'est tout ce qu'il y a comme possession dans l'entreprise. C'est au niveau comptable, ça. Maintenant, au niveau éducation financière, un actif, c'est tout ce qui ramène de l'argent dans l'entreprise. D'accord? C'est très important. Maintenant, un actif à court terme, c'est
tout ce qui est transformé en argent au cours d'un cycle d'exploitation ou bien au cours d'une année d'activité. Maintenant, tout ce qui est utilisé à plus d'une année d'activité ou bien à plus d'un cycle d'activité, ça rentre dans actifs à long terme. Car vous me suivez jusque-là? Et donc, c'est important. Pourquoi? Parce qu'au moment où on va faire les projections, les actifs à long terme vont devenir ce qu'on appelle des immobilisations. Et donc, on les amortit. Ils se retrouvent dans le compte d'exploitation sous forme d'amortissement. Tandis que les actifs à court terme se retrouvent dans le compte d'exploitation directement. D'accord? Comme charge fixe ou variable. Ce qui nous amène immédiatement aussi au niveau des charges. Les charges variables, ce qu'on appelle encore des coûts. D'accord? Il y a coût fixe, coût variable ou charge fixe, charge variable. Alors, en matière de, quand on parle de charges variables, en fait, c'est toutes les charges de l'entreprise qui évoluent en fonction de l'activité de l'entreprise. En d'autres termes, si l'entreprise produit beaucoup, vous allez voir en fait que ses coûts, bien ses charges aussi varient ou bien évoluent. Par exemple, si vous prenez les matières premières, plus vous sortez de produits, plus vous achetez de la matière première. Donc, plus vous dépensez en matière première. Donc, on appelle des charges variables. D'accord? Maintenant, si on prend les charges fixes, par exemple, quand vous faites une location, vous louez par là où votre entreprise se trouve, vous louez ça, par exemple, à 100 000 francs. Normalement, si vous avez un bon bailleur, pendant peut-être 3 à 5 ans, le loyer ne va pas changer. D'accord? Et donc, durant ces 5 ans, ou durant ces 3 ans, vous allez considérer, en fait, ces charges comme des charges fixes. Alors, pourquoi c'est important de faire ce distinguo immédiatement avant de faire votre business plan? C'est que quand vous faites votre business plan et que vous vous retrouvez, par exemple, à avoir à la fin, d'accord, le résultat, d'accord, de votre activité, vous vous retrouvez dans le rouge lors des projections, on agit au niveau des charges variables. Et donc, votre objectif, c'est de voir, OK, et même quand vous faites l'activité, quand vous avez des problèmes de trésorerie, quand vous avez des problèmes de rentabilité, l'idée, c'est de voir, est-ce qu'on peut diminuer les charges variables, en fait? Vous ne pouvez pas toucher les charges fixes. C'est difficile de toucher aux charges fixes. Donc, on essaie de toucher d'abord aux charges variables pour voir comment on peut réduire les charges et dégager de la marge. Donc, voilà déjà les premières définitions. Actif, charge, actif à long terme, actif à court terme, charge fixe, charge variable. Bon, argent comptant, c'est argent comptant. Quand on dit argent comptant, c'est qu'on te donne l'argent directement. Et donc, dans votre plan de trésorerie, c'est important aussi de savoir qu'est-ce qui est argent comptant et donc qui rentre périodiquement, immédiatement, et qu'est-ce qui est dette à long et à court terme qu'on doit vous donner et donc qui rentre en fait dans du long terme et qui font que dans le plan de trésorerie, quand vous faites vos calculs, vous ne pouvez compter ou bien vous utilisez en fait tout ce qui est argent qui rentre après. Vous faites le total de ça pour demander ça comme besoin en fonds de roulement. Parce que vous savez que okay, cet argent va rentrer après. Donc, je peux demander ça comme besoin en fonds de roulement. Et après, quand ça rentre, je rembourse. D'accord? Donc, voilà déjà les premières définitions. Alors, décaissement. Quand on parle de décaissement, c'est l'argent qui sort très facilement. D'accord? Encaissement, c'est l'argent qui rentre. Maintenant, en caisse, c'est l'argent qu'il y a dans la caisse. D'accord? À l'instant où on parle, c'est l'argent qu'il y a dans la caisse. Alors, il y a état des résultats. État des résultats, en fait, c'est de voir très simplement, de voir, OK, est-ce que vous avez fait du profit ou bien des pertes? En faisant les ventes moins les dépenses. D'accord? Et c'est ça qui se retrouve dans le compte d'exploitation. Alors, avant de revenir, je vais revenir après sur le fonds de roulement. Je vais aller d'abord passif. Alors, les passifs, en fait, au niveau comptable, c'est toutes les dettes de l'entreprise. D'accord? Et comme toujours, comme les actifs, il y a les dettes à court terme et donc que vous remboursez au cours de l'année, qu'on appelle les dettes, les passifs à court terme. Et puis, il y a les dettes à long terme que vous remboursez au-delà de 2 ans et donc qu'on appelle en fait des passifs à long terme. Donc, il y a les passifs à court terme, les passifs à long terme. C'est important aussi de faire ce distinguo
tout de suite parce que quand vous allez prendre de l'argent dans votre business plan, le business plan final, c'est pouvoir aller prendre de l'argent. Alors, je ne vous ai pas donné peut-être la différence entre business model et business plan. Le business model, généralement, c'est pour l'entreprise, c'est en interne. Alors que le business plan, on l'utilise en fait pour aller voir un investisseur et avoir de l'argent. Et donc, quand vous allez prendre de l'argent dans une banque ou chez n'importe quel investisseur, quand l'argent, vous devez rembourser ça sur plus de 2 ans, 3 ans, vous rentrez en fait dans les dettes à moyen et à long terme. Quand vous devez rembourser l'argent en moins de 2 ans, vous êtes dans ce qu'on appelle des dettes à court terme et donc des passifs à court terme. Pourquoi c'est important de le connaître? Dans vos projections, vous devez savoir que les dettes à court terme, on les utilise uniquement pour payer les actifs à court terme. Alors que les dettes à long terme, d'accord, ou encore les passifs à long terme, ou du financement que tu peux rembourser à long terme, tu peux les utiliser pour tout, d'accord? Mais tu ne dois jamais utiliser normalement les passifs à court terme ou les dettes à court terme pour financer les immobilisations et pour financer les besoins en fonds de roulement. Les besoins en fonds de roulement, en fait, leur spécificité, c'est en réalité des actifs à court terme, mais qui ne sont financés que par du financement à long terme. Alors, ça devient peut-être un peu compliqué, mais comme je le dis, si à un moment donné, quelqu'un a une question, il peut m'arrêter et puis poser la question. Donc, ce qui nous ramène, en fait, au fonds de roulement. Le fonds de roulement, en fait, c'est dans votre projet, tout ce qui est actif à court terme, d'accord? Mais qui ne sont financés que par du financement à long terme. Alors, pourquoi ça? Pourquoi? Pour la simple raison, en fait, que les actifs à court terme qui rentrent dans le fonds de roulement doivent rester pour que l'entreprise continue de tourner. Et donc, si vous utilisez du financement à court terme pour financer ces actifs à court terme ou bien pour financer le besoin en fonds de roulement, vous allez en fait après sortir de l'argent au niveau du fonds de roulement pour rembourser. Et donc, petit à petit, et ça arrive à plusieurs entreprises, petit à petit, à un moment donné, se retrouve à ne plus avoir du fonds de roulement. Donc, la définition de fonds de roulement est même dans le mot. C'est ce financement ou bien ce fonds qui te permet de rouler ton activité à chaque cycle. Et donc, votre objectif pour le fonds de roulement, c'est plutôt de l'augmenter et non de le diminuer. C'est pour ça qu'on utilise en fait du financement à long terme, d'accord, pour pouvoir mettre ou bien acheter les choses qui rentrent dans le fonds de roulement. D'accord? Donc, c'est un peu ça la définition. Maintenant, vente au comptant, ça veut dire vous vendez immédiatement, on vous donne de l'argent. D'accord? Vente nette, en fait, c'est que après avoir déduit les charges, d'accord? Les charges, vous déduisez les coûts de production. Alors, ce qui reste, on appelle ça vente nette. Alors, provision financière, c'est juste ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est de traduire en fait sous forme financière tout ce qui est chiffre, tout ce qui est donné dans votre projet. Donc, quand vous prenez le business model dans sa globalité, que vous prenez la problématique, que vous prenez la proposition de valeur, les canaux de distribution, les partenariats, les structures de coûts, etc., tout cela a besoin d'argent, de chiffres. Et donc, comment traduire ces chiffres en plan d'affaires? C'est ce qu'on appelle les prévisions financières. D'accord? Le plan de trésorerie, en fait, c'est ce plan, bien sûr, ce tableau qui vous permet de dire, voilà l'argent qui est rentré, voilà l'argent qui est sorti, voilà quand est-ce que j'atteins l'équilibre, d'accord, dans mon projet. Voilà ce qu'il y a comme encaissement, décaissement, et voilà ce qu'il y a comme encaisse. Alors, c'est un plan, bien c'est un tableau important pour les investisseurs. Pourquoi? Et pour vous-même. Pour les investisseurs, d'abord parce que ça leur permet de voir quand est-ce que vous gagnez de l'argent, quand est-ce que vous n'avez pas d'argent, et de dire, OK, il demande de l'argent à cette période. Est-ce qu'à cette période-là, il a de l'encaisse? Ou est-ce qu'il a de l'encaissement? Est-ce que de l'argent rentre en cette période? Ou bien est-ce qu'il a de l'argent en caisse à cette période? D'accord?
Et pour vous-même, c'est important de faire votre plan de trésorerie parce que ça vous permet de dire, OK, voilà quand est-ce que j'atteins mon seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est ce moment où ce que vous faites comme rentrée d'argent est équilibré par les dépenses. Donc, vous êtes en équilibre. Et donc, juste après, normalement, le seuil de rentabilité, vous commencez à grandir. Et donc, c'est important d'un plan d'affaires de déterminer ce seuil parce que quand vous prenez de l'argent, vous devez savoir quand est-ce que, et normalement, c'est à vous de déterminer quand est-ce que vous allez commencer à rembourser. Et donc, vous devez savoir comment déterminer ce moment où vous devez commencer à rembourser et c'est le seuil de rentabilité qui vous permet de le faire. D'accord? Alors, état prévisionnel des résultats vous permet en fait de mesurer la performance de l'entreprise, savoir réellement est-ce que vous faites du bénéfice ou des pertes. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle le bilan. Le bilan, ça peut se faire à tout moment. Le bilan, c'est juste qu'à tout moment, ça peut être après une semaine après avoir lancé l'entreprise, ça peut être après 2 mois, ça peut être après 3 mois, après 6 mois, après 1 an. Ça vous permet à tout moment de voir qu'est-ce que j'ai comme actif, genre possession dans mon entreprise, d'accord, ou comme des choses qui me rapportent de l'argent, et qu'est-ce que j'ai comme dette, d'accord? Et donc de déterminer est-ce qu'il faut changer de stratégie ou il faut continuer sur la lancée où nous sommes. Donc, le bilan, et généralement dans votre business plan, on va vous demander de faire ce qu'on appelle un bilan d'ouverture. Donc, au moment où vous lancez l'entreprise, comment vous voyez l'entreprise? De quoi vous avez besoin en matière d'actifs et de quoi vous avez besoin en matière d'endettement ou de financement pour lancer votre projet. Là. On le fait aussi généralement, on vous demande en fait dans votre business plan de le faire aussi à la fin, ou bien de vous projeter à la fin d'activité. OK, vous avez fait votre bilan d'ouverture, vous avez fait vos projections financières, votre compte d'exploitation. Maintenant, si tout marche bien, OK, comment va se présenter la fin d'année en matière de bilan? Qu'est-ce que vous aurez comme actif? Qu'est-ce que vous aurez comme dette à la fin de l'année, suivant vos projections faites? Alors, j'ai déjà vu le fonds de roulement, le seuil de rentabilité, système dégressif. Alors, en matière de financement, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais je pense qu'il y a un banquier qui doit venir juste après. En matière de financement, il y a plusieurs types de dettes. Et donc, quand vous payez les dettes avec les intérêts, parfois, les intérêts sont payés sur le total. Et donc, sur l'année, on dit par exemple, OK, c'est un système de financement global bien absolu. Et donc, quand vous avez par exemple 100 000 euros, qu'on dit qu'avec un intérêt de 10%, ça veut dire que vous devez finalement rembourser au total 110 000 francs et on répartit ça. Maintenant, dans le système de financement dégressif, ce qui se passe, c'est que l'intérêt, en fait, est réparti sur des paiements mensuels ou trimestriels. En d'autres termes, si vous avez par exemple 100 000 francs et qu'on dit que okay, c'est un système dégressif de par exemple 10%, je vais prendre 10% pour que le calcul soit facile. OK, au début, premier mois, vous allez payer comme intérêt 10 000 francs. Maintenant, vous remboursez peut-être, disons sur 10 mois, vous remboursez sur les 100 000, 10 000 francs aussi, vous reste 90 000. Le deuxième mois, en fait, vous allez encore payer 10 000 francs sur le total ou bien sur le financement pris, plus 10% de ce qui reste, ainsi de suite jusqu'à finir le remboursement. Et donc, certaines structures utilisent ça pour les projets à gros risque. Et donc, vous allez voir en fait qu'au final, l'intérêt que vous avez payé est autour de 30%, alors qu'on vous a dit en réalité que l'intérêt est à 10%. C'est juste le système dégressif qui est fait de cette manière. Voilà un peu la définition. Si quelqu'un a une question, on va prendre 2 minutes, 3 minutes pour répondre à quelques questions avant de rentrer dans les tableaux à faire. Donc, s'il y a des questions. N'hésitez pas, s'il y a des parties que vous n'avez pas compris, je peux revenir là-dessus au besoin. Oui, n'hésitez pas, hein. C'était des parties un peu techniques qui viennent d'être vues, avec certains éléments qui sont nouveaux, je pense sûrement pour vous. N'hésitez pas, hein, il est là pour ça. C'est un expert qui est aujourd'hui avec nous pour répondre à ces questions. Ne soyez pas timide.
N'hésitez pas, on apprend tous ensemble, donc si quelqu'un a des ajouts même, n'hésitez pas à le faire. Merci. Non, tout à fait normal. Sinon, nous assimilons beaucoup de choses et nous sommes de cœur avec vous. C'est pourquoi nous gardons un peu ce silence. Sinon, c'est bon. Ok, d'accord. Mais... Ok, donc je continue. Adrien, je continue. Oui, je pense qu'il n'y a pas de... Oui, tout à fait. Peut-être pour tout le monde, vous avez le chat, bien entendu, aussi à droite. Je laisse la parole. Quelqu'un est en train de parler? Oui, monsieur Chambre. Oui, je disais, c'est bon, on peut aller. On peut aller. Parfait. Okay. Peut-être n'hésitez pas à utiliser le chat non plus à droite pour dire si même voilà, vous êtes OK, il n'y a pas de questions ou il y a une petite question. Comme d'habitude, n'hésitez pas non plus. C'est une autre manière. Merci. Ok, parfait. Alors, ici, vous voyez en fait projeté le business plan le plus simple possible en fait. C'est vraiment le basique en fait. Je suis pas allé, j'ai pas pris un business plan trop compliqué. Donc pour démarrer, si vous arrivez déjà à faire ça, ça vous permet en fait de positionner sur des petits financements. Quand je parle de petits financements, je parle des financements entre 1 million jusqu'à 10 millions. Je pense que ce type de business plan peut passer. Au-delà, on demande d'autres choses beaucoup plus complexes. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. D'après ce que j'ai compris, vous avez déjà fait un petit tour déjà sur comment se présente un business plan. J'espère que ce que je projette ne rentre pas en contradiction avec ce que vous aviez vu. Mais de manière globale, en fait, dans un business plan, on veut voir ces éléments. Et donc, il y a la première partie qui rentre dans tout ce qui est résumé du projet, présentation du promoteur, suivi de la partie étude technique. Ensuite, la deuxième grande partie, c'est l'étude de marché. Après, il y a l'étude financière sur laquelle nous allons nous présenter aujourd'hui. Et puis, il y a tout ce qui est calendrier de réalisation des activités, la conclusion. Et donc, dans l'étude technique, vous pourrez présenter le projet, vous montrer que sur le plan technique, vous maîtrisez la production, dans le fonctionnement de l'entreprise, toutes les activités clés à faire, qui fait quoi, etc., vous maîtrisez. L'emplacement de l'entreprise, pourquoi avoir choisi cet emplacement? Est-ce que c'est parce que c'est proche d'une route? Est-ce que c'est parce que pour les matières premières, ce sera beaucoup plus facile pour vous? Il y a tout ce qui est équipement aussi qu'on demande déjà au niveau de l'étude technique. Et donc, ça, en matière de ressources matérielles, tout ce qui est équipement, vous le citez déjà là-bas. Ensuite, on rentre dans l'étude de marché. En matière d'étude de marché, la clientèle, c'est segment client. Les entrepreneurs, alors en tant qu'entrepreneur, vous devez savoir que quand vous demandez c'est quoi vos clients, vous ne pouvez plus dire non, c'est, je sais pas, toute la population togolaise, ou bien c'est le marché africain, ou bien, je sais pas moi. Généralement, c'est les débutants qui disent ça. Quand on parle d'études de marché, de segmentation clientèle, vous devez être à même de dire, OK, mes clients, en fait, je dis un truc bête, c'est les étudiants âgés entre, par exemple, 19 et 22 ans, gagnant autour de 30 000 francs par mois, avec des habitudes d'achat au niveau du marché de Kakaveli et voyageant généralement de Lomé vers Kara. Donc, l'idée, c'est que quand on parle d'études de marché de clientèle, vous devez être le plus spécifique que possible, et ne plus dire des généralités. Ça donne de la pertinence automatiquement à votre dossier. Alors, maintenant, on parle de la concurrence. Quand on parle de la concurrence aussi, il faut être spécifique. Quand on dit c'est qui vos concurrents, vous ne pouvez plus dire non, c'est tous ceux qui sont dans la production de maïs. Non, c'est pas possible. Dans un business plan, bien en tant qu'entrepreneur, vous n'êtes plus à ce niveau. Quand on dit c'est quoi vos concurrents, vous devez être à même de dire, OK, c'est l'entreprise Kofi FX installée à Didogome, produisant des intrants ou bien produisant des fertilisants à base de je sais pas, de Nîmes, et avec un modèle économique basé sur les maraîchers. D'accord? Et donc, vous devez montrer dans votre business plan déjà que vous maîtrisez votre marché. Vous connaissez votre marché. C'est extrêmement important. Et donc, après ça,
aujourd'hui, moi, c'est plus vous montrer l'étude financière, donc je vais aller plus dans l'étude financière. Dans l'étude financière, c'est obligatoire d'avoir ces différents éléments. Le bilan d'ouverture doit être là, le compte d'exploitation doit être là, le plan de trésorerie doit être là, le bilan de fin d'année ou bien prévisionnel de fin d'année doit être là, et maintenant les cautions. Et donc, à chaque niveau, si nous prenons par exemple, si nous prenons le bilan d'ouverture, il y a deux gros tableaux qui démarrent. Deux gros tableaux. D'un côté, il y a le tableau des investissements et des équipements. Et de l'autre côté, il y a le bilan d'ouverture lui-même. Donc, dans le bilan d'ouverture, il y a deux tableaux. Le tableau des investissements et des équipements. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que le tableau des investissements et des équipements va reprendre en fait tous les éléments dont vous avez besoin dans votre projet. Et maintenant, ces éléments doivent être classés. Et donc, toutes les ressources que vous avez identifiées pour faire vos activités se retrouvent dans ce premier tableau des investissements et des équipements et sont classées. Sont classées en tenant compte de quoi? En tenant compte des définitions qu'on a vues tout à l'heure. Et donc, je vous ai dit, OK, il y a ce qu'on appelle les actifs à court terme, les actifs à long terme. D'accord? Et donc, déjà, je vous ai dit aussi que, OK, les actifs à long terme se retrouvent dans ce qu'on appelle finalement des immobilisations. Les actifs à long terme, je le répète, c'est tout ce que vous utilisez, tout ce dont l'utilisation va au-delà d'un cycle d'exploitation, que vous utilisez pour plus d'un an. D'accord? Et qui restent dans l'entreprise pour plus d'un an. On les appelle des actifs à long terme et ces actifs deviennent des immobilisations. Maintenant, tout ce qui est utilisé dans un cycle, pas plus d'un cycle de production, ou bien au cours d'une année, ça rentre en fait dans les actifs à court terme et sont subdivisés sous forme de fonds de roulement et puis de renouvellement. D'accord? Fonds de roulement et de renouvellement. Et donc, si je reprends, comme vous allez le voir, dans le tableau, il y a tout ce qui est investissement et qui correspond aux immobilisations. Et puis, au truc là, alors je vais prendre, je pense que ça, c'est le pointeur. Parfait. Donc, les investissements, c'est tout ce qui est immobilisation, donc actifs à long terme, et puis une partie des actifs à court terme qui rentrent dans les fonds de roulement. D'accord? Les fonds de roulement, c'est la partie de vos actifs qui tournent dans l'entreprise, mais qui doivent rester pour pouvoir vous permettre de relancer l'activité l'année prochaine et l'année sur prochaine et qui doit augmenter au fur et à mesure et qui montre que votre entreprise est en croissance. D'accord? C'est la partie des actifs qui tournent dans l'entreprise et qui sont transformés en argent au cours d'un cycle d'activité. Et donc, les actifs à long terme sont ce qu'on appelle les immobilisations. Et les immobilisations sont divisées aussi en deux parties. Il y a ce qu'on appelle les immobilisations incorporelles. Les immobilisations incorporelles, c'est tout ce que vous avez acheté, ou bien tout ce sur quoi vous allez dépenser dans votre entreprise, d'accord, qui va vous permettre d'acquérir quelque chose pour l'entreprise. Mais si on vient dans l'entreprise, on ne peut pas toucher ça. Incorporel, qui n'a pas de corps. Et donc, si on prend par exemple, je dis un truc bête, si on prend par exemple l'argent que vous allez dépenser pour pouvoir créer votre entreprise au niveau du CFE, pour l'entreprise individuelle, vous dépensez 30 000 francs pour l'entreprise individuelle. La durée de vie de votre carte CFE, c'est de 5 ans. D'accord? Et donc, c'est de l'argent immobilisé. Maintenant, quand on vient dans l'entreprise, il n'y a pas quelque part où on va aller et puis on va voir que ça, je peux toucher, je sais pas moi, cette création ou bien cet actif. D'accord? Vous avez peut-être un papier, une carte, mais on ne peut pas réellement toucher cet actif. Ça n'a pas de corps. Et donc, ça rend à ce qu'on appelle des immobilisations incorporelles. Si vous dépensez, par exemple, aussi de l'argent pour faire une étude de marché, d'accord? Pour faire une étude de marché, vous dépensez, par exemple, 2 millions pour faire une étude de marché. Cet argent, normalement, vous devez récupérer ça. Et donc, ça rentre dans des immobilisations. Vous devez récupérer ça sur plusieurs années. D'accord? Sur 2 ans, 3 ans, 5 ans. D'accord? Ou vous devez renouveler encore l'étude de marché d'ici 5 ans, bien d'ici 3 ans. Donc, ça rentre dans les immobilisations. Non? Maintenant, tout ce que vous allez dépenser au cours de l'année, vous mettez ça soit dans fonds de roulement, soit dans renouvellement.
Donc ça, c'est les immobilisations corporelles. Maintenant, les immobilisations corporelles, c'est tout ce qui est dans l'entreprise dont l'utilisation va à plus d'un an ou bien à plus d'un cycle d'activité. Mais si on vient dans l'entreprise, on peut toucher ça, on peut voir ça, on peut manipuler ça. Donc, je prends par exemple, je sais pas moi, une grosse table par exemple, d'accord? Une grosse table qui est là peut-être pour 2 ans ou 3 ans. Donc, ça rentre dans les immobilisations, d'accord? Corporelles, parce que si on vient, on peut toucher cette table. Si nous prenons par exemple un tracteur que vous achetez et dont la durée de vie est de, je sais pas moi, 10 ans, c'est de l'immobilisation corporelle. Donc, vous avez immobilisé de l'argent dans ce tracteur pour 10 ans. Et donc, vous devez récupérer cet argent petit à petit pour pouvoir renouveler le tracteur une fois que les 10 années sont passées. D'accord? Et maintenant, on rentre dans les actifs à court terme qui sont subdivisés en deux. Fonds de roulement. Le fonds de roulement, je vous ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est actif, mais qui rentre en fait dans la production annuelle ou bien dans la production d'un cycle d'exploitation. Si je prends par exemple les matières premières en fait sont transformées en produits au cours de l'année. D'accord? Sont transformées en produits au cours de l'année. Et donc, vous devez garder, par exemple, si vous démarrez votre entreprise, vous dites, OK, pour la première année, je vais acheter comme matière première 100 000 francs. En fait, une question? OK. Alors, si vous dites, OK, je vais acheter pour matière première 100 000 francs la première année, vous devez garder ces 100 000 francs pour l'année prochaine. Donc, vous devez remettre ça dans le cycle. Vous devez faire rouler cet argent d'abord sur la première année ou bien le premier cycle, remettre ça sur le deuxième cycle, voire augmenter ça. D'accord? Donc, cet argent ne doit pas sortir du projet. Vous allez voir, il y a plusieurs personnes, bien plusieurs commerçants, à un moment donné, ils ont des équipements, mais ils n'arrivent plus à tourner leurs activités parce que ils ont utilisé leur fonds de roulement. L'argent qui leur permet de tourner, de faire tourner l'entreprise, ou bien de produire, d'avoir des produits, d'accord? Ils l'utilisent en fait pour pouvoir payer des dettes ou autre chose et se retrouvent à l'année prochaine avec peut-être des équipements, mais ils n'ont plus de quoi acheter de la matière première, par exemple. Une partie, vous pouvez demander aussi une partie de votre, comment on appelle ça, de l'argent pour payer les gens en matière de fonds de roulement. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce que votre entreprise atteigne l'étape où vous pouvez commencer maintenant à rentabiliser, vous avez besoin de payer les gens qui vont venir travailler dans votre entreprise. D'accord? Donc, vous devez avoir du fonds de roulement pour ça. Et donc, si vous avez une activité agricole qui se répète, par exemple, chaque 6 mois, je dis un truc, mais prenons par exemple le maïs. Vous faites le maïs pendant 3 mois, le maïs est en train de croître, ben, l'argent ne rentre pas. Mais durant cette période, il faut payer les gens pour venir sarcler. Il faut payer des engrais. Il faut payer, je sais pas moi, d'autres choses. Et donc, vous devez demander de l'argent pour ça. C'est de l'argent qui rentre en fait dans le fonctionnement d'un cycle de production, mais qui vous permettent de survivre le temps que l'entreprise ne soit rentable. Et donc, ça doit rentrer aussi dans le fonds de roulement. Maintenant, les autres choses qui sont des actifs à court terme, qui rentrent toujours dans le fonctionnement de l'entreprise, mais qui ne sont pas aussi vitales que ça pour pouvoir tourner l'entreprise. Par exemple, des petits outils que vous utilisez qui doivent être renouvelés chaque année, mais qui ne rentrent pas en fait dans le processus de production. D'accord? En ce moment, vous les mettez dans tout ce qui est renouvellement. Je dis un truc bête. Par exemple, vous devez mettre, je sais pas moi, de la peinture dans votre local. Vous voyez, ça ne rentre pas dans la finition ou bien dans le fait de faire sortir un produit, mais ça rentre dans le cycle de production annuel. Et donc, en ce moment, ça rentre dans renouvellement. Alors, est-ce qu'à ce niveau, pour le tableau des investissements et des équipements, est-ce qu'il y a des questions? Si je vais trop vite aussi, n'hésitez pas à le dire. Je pense qu'il y a une question qui a été posée par chat, je vais vous la lire. C'était monsieur Amidou Saïbou qui demandait pourquoi les fonds de roulement se retrouvent sous la grande rubrique A qui concerne les investissements.
OK, c'est parfait. Alors, généralement, c'est juste en fait pour dire que en matière de recherche de financement, en matière d'investissement important à faire, les besoins en fonds de roulement sont considérés par les investisseurs comme quelque chose aussi de primordial, contrairement par exemple au renouvellement qui ne sont pas considérés comme quelque chose d'aussi important que ça. Alors, il est difficile de dire à un investisseur de payer pour vous de quoi faire par exemple de la peinture dans votre entreprise. Il ne comprend pas vraiment ça. Et donc, dans les termes utilisés en matière de levée de fonds, les investissements peuvent couvrir ou bien doivent couvrir aussi une partie des fonds de roulement. C'est pour ça que ça se retrouve au niveau des investissements, bien dans la rubrique investissement à faire. Maintenant, vous allez voir au niveau de plusieurs comptables, quand ils parlent d'investissement, ils se réfèrent généralement aux immobilisations. Mais ici, on a utilisé investissement dans le terme plus de levée de fonds, bien recherche de financement. Et donc, en ce moment, vous pouvez, les fonds de roulement aussi rentrent en fait dans les investissements à rechercher, bien dans le financement à rechercher. Voilà un peu. Merci. N'hésitez pas, monsieur Saïbou, à répondre directement par chat ou ici s'il y a des questions complémentaires. Oui. Allô? Peut-être j'avais une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, allez-y, monsieur. Allô? Oui, allez-y. Ok, c'est moi qui ai posé la question. En fait, en plaçant les fonds de roulement sous ces rubriques d'investissement, c'est comme si on aura également à amortir, puisqu'il y a les annuités là-bas. C'est pourquoi je posais cette question. D'habitude, les fonds de roulement, bon, quand on fait les choses, on met ça de côté carrément, comme vous l'avez dit avec le renouvellement. Mais dans vos explications, j'ai compris que c'est par rapport aux investisseurs, puisque certains investisseurs doivent aussi donner une partie des fonds de roulement pour que l'entreprise puisse déjà commencer à rouler. Et je pense que j'ai un peu compris ça. Mais avec nos producteurs, là, si on met les fonds de roulement là-bas, est-ce que c'est-à-dire ça ne va pas les troubler un peu? Merci. Alors, il n'y a pas de souci pour ça. C'est très simple. Ce que vous allez faire, vous mettez investissement et vous mettez juste immobilisation corporelle. Vous mettez grand B, fonds de roulement, d'accord? Et puis C, renouvellement. Si vous voulez, alors, je ne sais pas comment on fait pour ce truc. Une minute. C'est très simple. En B, là, et puis en C. Voilà, maintenant. Voilà, monsieur Saïbou, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Parfait. OK. Oui, monsieur Adrien, je pense que tu avais une question. Oui, il y avait une autre question qui avait été posée par monsieur Hubert Gilouang. Donc, il demandait, en fait, en cas de location périodique de terrain, par exemple, louer un terrain pour 3 mois par an, est-ce que ce fonds de location sont considérés comme un investissement? Alors, quand vous louez un terrain, il y a pour 3 mois, c'est ça? Pour 3 mois par an, oui. Pour 3 mois par an. OK, d'accord. Alors, pour 3 mois par an, genre, dans l'année, vous louez ça une seule fois pour 3 mois. En ce moment, en fait, comme c'est juste dans un cycle, vous mettez ça, ça ne rentre, en tout cas, c'est pas une immobilisation. Ça ne rentre pas dans les investissements en matière d'immobilisation. Ça rentre en ce moment dans les fonds de roulement ou dans les renouvellements. En tout cas, c'est un actif à court terme en ce moment. Puisque chaque année, vous mettez de l'argent pour 3 mois de location d'un terrain. Maintenant, supposons que vous fassiez un bail par exemple sur 5 ans ou sur 3 ans, en tout cas plus d'une année, minimum 2 ans, et que vous mettez de l'argent. Alors, vous louez le terrain pour
pour 5 ans. Vous mettez dessus, par exemple, je dis un truc, 500 000 par exemple. Sur 5 ans, ça fait 100 000 francs par an. En ce moment, vous les mettez dans immobilisation. Pourquoi? Parce que vous devez amortir cet argent et récupérer ça dans votre processus de production. Vous devez récupérer cet argent, mettre de côté. Comme ça, à la fin des 5 ans, vous pouvez encore faire le bail. Mais si c'est vous mettez de l'argent juste pour 3 mois dans l'année, ou même vous mettez de l'argent sur, je sais pas moi, 12 mois juste dans l'année, et vous renouvelez encore l'année prochaine, en ce moment, c'est des actifs à court terme et donc ça ne rentre pas dans les immobilisations. Je ne sais pas si j'ai répondu à sa question. C'est bon? On peut continuer? Je pense qu'on peut continuer. Si Monsieur Hubert Gilong veut continuer la question, je pense qu'on peut reprendre après ou en fin de séance. Ok, parfait. S'il n'y a pas de réaction tout de suite. Merci. D'accord. Ok. Alors, une fois que vous avez fait le tableau des investissements et des équipements, vous tombez maintenant sur le bilan d'ouverture proprement dit. D'accord? Au niveau comptable, les comptables ont décidé, pour une raison que je ne peux pas vous expliquer, que les actifs doivent toujours se retrouver à votre gauche quand vous faites le tableau et les passifs à votre droite. D'accord? Maintenant, l'autre chose aussi qui est importante à savoir, c'est que dans le tableau du bilan d'ouverture des actifs et des passifs, les actifs sont toujours classés par ordre de liquidité, d'accord? Par ordre de liquidité croissant du haut vers le bas, ou, si vous voulez, décroissant du bas vers le haut. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quoi? Quand on dit liquidité, ce qui est en bas du tableau, alors je vais reprendre mon truc là, mon pointeur. Quand on parle de ordre de liquidité croissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on descend, plus la liquidité de votre actif augmente. D'accord? C'est important, très important. Mais c'est ça qui, enfin, au niveau comptable, c'est fait comme ça, vous devez respecter ça, sinon votre dossier ne peut pas passer. Donc, par ordre de liquidité croissant, ce qui est en bas est plus croissant que ce qui est en haut en matière de liquidité. Quand on dit liquidité, c'est que plus la chose est liquide, plus rapidement on peut transformer ça en argent pour l'entreprise. Ou que c'est vraiment de l'argent pour l'entreprise. En d'autres termes, quand vous prenez tout ce qui est en caisse, c'est quoi? C'est de l'argent pur. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus liquide. Ce qui est en banque aussi, c'est de l'argent, mais en réalité, vous savez tous comme moi que avant d'aller prendre de l'argent en banque, c'est parfois beaucoup plus compliqué. Parfois, c'est votre argent, mais quand vous allez à la banque, on va vous dire non, revenez plus tard parce que, ou bien vous ne pouvez pas prendre autant d'argent en même temps. D'accord? Donc, c'est moins liquide que ce qu'il y a en caisse. Alors, suivi des matières premières. Les matières premières, c'est beaucoup plus facile à transformer en argent que, par exemple, un véhicule. D'accord? Et donc, quand vous avez des problèmes généralement dans votre entreprise, on essaie de voir est-ce que en matière de liquidité, vous avez assez de liquidité pour gérer des problèmes ou est-ce que vous avez immédiatement, vous êtes obligé de liquider les équipements, les immobilisations, etc. Donc, tout ce qui est en haut est moins liquide. Il vous est extrêmement difficile, voire impossible de transformer votre 4 CFE en argent rapidement. D'accord? C'est beaucoup plus compliqué. L'autre chose aussi, pour qu'on fasse ce classement, c'est que quand vous recherchez de l'argent, les investisseurs sont beaucoup plus intéressés de voir votre bas du tableau, de voir rapidement, OK, en bas du tableau, comment vous comptez financer ça. Mais c'est là-bas qu'on se fait rapidement de l'argent. Donc, si vous n'avez pas une bonne stratégie pour financer ça, bien pour rendre ça stable, il vous demande d'aller voir ce que vous allez faire revenir. D'accord? Et maintenant, ici, généralement, comme je vous l'ai dit, c'est de l'immobilisation. Tout ce que vous allez rechercher comme financement pour payer ce qu'il y a en matière d'actifs ou bien d'immobilisation,
c'est de l'argent, en fait, qui est assez compliqué à avoir, ou bien il faut savoir exactement quel type de financement vous allez utiliser pour pouvoir prendre ce haut de tableau. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le haut de tableau, on utilise à ce niveau tout ce qui est financement à long terme pour financer le haut de tableau. C'est dangereux d'utiliser du financement à court terme que vous allez rembourser d'ici 1 an ou 2 ans pour financer le haut du tableau. Très dangereux. D'accord? Mais le bas du tableau, d'accord, tout ce qui est matière première, comme ça tourne dans l'entreprise, vous pouvez utiliser du financement à court terme pour ça. Mais le haut du tableau, il faut utiliser au maximum du financement à long terme. En matière de financement à long terme, c'est par exemple un crédit que vous pouvez rembourser dans 5 ou 10 ans. D'accord? En matière de financement à long terme, c'est aussi tout ce qui est equity. Equity, c'est que quelqu'un te donne de l'argent et dit, OK, je suis prêt à attendre 3 à 5 ans avant de te demander des retours sur investissement. Financement à long terme aussi, c'est tout ce qui est subvention. D'accord? C'est tout ce qui est apport aussi des associés dans le projet. Ouais. Maintenant, tout ce qui est crédit à court terme, vous l'utilisez peut-être pour des petits outils, d'accord? Ou bien vous utilisez ça pour des matières premières ou pour gérer tout ce qui est, je sais pas moi, tout ce qui est loyer à payer périodiquement, mais tout ce qui est, comment on appelle ça? Payer les gens, payer vos ouvriers, etc. Donc, ici, l'objectif de votre bilan d'ouverture, c'est de dire à l'investisseur ou bien au partenaire, voilà comment je classe mes actifs. Et maintenant, de ce côté, au niveau des passifs, comment je compte financer chaque actif. Et donc, tout ce qui est du côté passif permet de financer tout ce qui est du côté actif. Et donc, au final, vous allez voir au niveau de, OK, je veux un véhicule qui coûte 1 million. Voilà, je veux utiliser par exemple je sais pas moi, de l'argent de la BOA par exemple à rembourser dans 3 ans, 5 ans pour financer mon véhicule. Et donc, dans ce tableau, dans le bilan d'ouverture, on doit voir tout ce qui est actif dans votre projet. Genre, tout ce qui se retrouve ici se retrouve ici sous forme d'actifs et comment vous comptez les financer. D'accord? Comment vous comptez financer chaque partie de vos actifs. Maintenant, vous voyez, vous avez pris la matière première. Généralement, ce qu'on fait ici, le fonds de roulement, d'accord? Le fonds de roulement, bien tout ce qui est actif à court terme, ça se retrouve une partie dans les matières premières, une partie dans les banques. Par exemple, vous allez demander comme argent pour acheter les matières premières sur l'année de 6 millions, par exemple. Mais sur le premier mois, vous n'allez utiliser que 1 million. Donc, vous mettez 1 million en caisse dans l'entreprise, d'accord? Et vous mettez les 5 millions en banque pour gérer le deuxième, le troisième mois. Alors, l'idée aussi, c'est que quand l'argent est en caisse, ça sort rapidement. Et donc, parfois, on fait des dépenses même sans savoir que, OK, si c'est que j'avais mis en banque, j'aurais attendu avant de faire cette dépense et donc j'aurais réfléchi en matière de stratégie d'abord. Donc, au final, le montant des actifs, logiquement, est égal au total du montant des passifs. Donc, le total, au niveau du bilan d'ouverture, le total du montant des actifs est égal au total du montant des passifs. Pourquoi? Pour la simple raison que tout ce qui est ici, c'est ce que vous allez utiliser pour acheter tout ce qui est ici. Donc, vous prévoyez financer votre projet en utilisant les passifs. Voilà. Donc, les passifs, c'est tout ce qui est financement à rechercher ou bien tout ce qui est comment vous comptez financer vos actifs. Est-ce qu'il y a des questions dans le bilan d'ouverture? Oui, alors. Oui. Oui, ma question est celle-ci. Pour que nous aussi, nous ayons ce canevas pour pouvoir remplir, comment est-ce que nous pouvons faire pour accéder à ça? Alors, je ne sais pas si ça a été déjà partagé par M. Adrien, mais normalement, j'ai envoyé, je pense, 4 canevas les plus utilisés, en tout cas sur le terrain, au niveau du FAEJ, que ce soit un projet en lancement ou un projet qui est déjà en croissance, au niveau du MIFA et puis au niveau du PAESP, parce que si je ne me trompe pas, vous êtes tous des projets agricoles.
Donc, Oui. j'ai envoyé en fait tout ce qui est Canva pour les projets agricoles. Voilà un peu. Donc, vous aurez tout cela dedans. Donc, toutefois, on peut Peut-être les pour toucher. rajouter. On Oui, peut les continue. toucher avant de les avoir. J'ai pas compris la question. Je disais, on peut les toucher pour les avoir. On peut les toucher. Les Comme ça, il toucher, faudrait. j'ai pas compris. Mais... Ça veut dire, on peut les Oui, voir pour allez-y. qu'on touche de doigts et tel que vous nous montrez, au moment qu'on puisse faire comme un brouillon, si possible, qu'on puisse vous les envoyer pour voir si on a pu tellement assimilé à cela. Je pense qu'Adrien doit intervenir. Je ne connais pas le process de fonctionnement, mais Oui. j'avais en tout cas envoyé les fichiers. Adrien verra comment ça fonctionne. Moi, j'ai pas exactement compris votre question, mais par rapport, les documents là sont en ligne sur la plateforme. Il y a eu. Ok, je pense qu'il veut avoir les fichiers, travailler là-dessus. Oui. Voilà, il travaille là-dessus et puis voir, avoir si possible des corrections, si j'ai bien compris sa question. Ma connexion flotte un peu. Si vous voulez, vous pouvez m'écrire après si vous avez une question. Je prendrai le temps pour regarder, si vous voulez. Allô? Je suis disposé à faire ça. D'autres questions? Allô? Oui, allez-y. Oui, la question que tu viens de poser. J'aimerais savoir s'il y a des gens à qui on peut faire référence pour qu'ils puissent nous aider dans ce domaine. Monsieur Adrien, je préfère ne pas répondre pour ne pas dire des choses qui ne rentrent pas dans comment fonctionne le je suis désolé, programme. ça a coupé au moment de la question. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? C'est presque la même question. Comment ils vont être suivis après quand ils font le business plan? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière pour leur corriger ça? Comment ça va se faire? Non, je pense qu'il y a deux choses. Moi, je suis disponible pour des questions et même s'il y a besoin d'une question comme ça ponctuelle, je suis tout à fait disposé à répondre puisque j'aide à organiser ce webinaire. Après, pour un accompagnement plus poussé, le but de ce webinaire est de vous donner les premières clés et ensuite vous renvoyer vers les incubateurs aux structures. Selon le type de questions ou de points sur lesquels vous voulez vraiment approfondir, on vous renverra vers les personnes aux ressources nécessaires. Que ce soit un particulier, un incubateur, etc. Mais après, voilà, pour des petits travaux ou des questions, etc., ou revoir quelque chose, moi, je suis disposé à aider, tout à fait. Parfait. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on avance? Ok, je pense qu'on avance. Alors, on l'avait vu après le bilan d'ouverture, le tableau, bien l'élément en matière d'études financières qui suit, c'est le compte d'exploitation prévisionnelle. Et comme on l'avait vu dans la définition, le compte d'exploitation prévisionnelle, c'est de voir en fait en matière de résultats, qu'est-ce que je fais comme résultat? Est-ce que j'ai des pertes ou bien est-ce que j'ai des profits? Et donc, l'idée, c'est de voir déjà, de faire des projections et par rapport à ces projections, de savoir, suivant ce que j'ai prévu faire comme activité, oui, je vais faire des profits, non, je vais faire des pertes et donc, il faut que je revoie mes projections. Donc, le prochain élément à voir, c'est le compte d'exploitation prévisionnelle. Et pour pouvoir faire le compte d'exploitation prévisionnelle, il y a un premier tableau à faire qui est le tableau des amortissements. Maintenant, juste pour m'assurer que jusque-là, le message est bien passé, je vais poser une question. Dans les éléments d'investissement ici, d'accord, dans le tableau des investissements, qu'est-ce qui va se retrouver au niveau du tableau des amortissements? Donc, dans ce tableau des investissements et des équipements,
qu'est-ce qui va se retrouver au niveau du tableau des amortissements? C'est une question, s'il vous plaît. Quelqu'un peut répondre? Je peux donner une tentative de réponse. Oui, allez-y. Ce sont les terrain. immobilisations corporelles. Ce sont les immobilisations corporelles. Quoi d'autre? Oui. Pour être plus précis, les terrains, bâtiments. Les frais de renouvellement. Non. Allô? Alors. En matière de tableau des amortissements, me suivez? Il n'y a que les immobilisations qui se retrouvent là-bas. On ne doit ni voir fonds de roulement, ni les éléments de renouvellement. Jamais. Si jamais quelqu'un est en train de voir votre business plan et il va dans le tableau des amortissements et il voit des éléments de fonds de roulement et des éléments de renouvellement, c'est que tout ce que vous avez fait jusque-là est nul. D'accord? Et donc, au niveau du tableau des amortissements, des amortissements, on ne doit voir que les immobilisations. Et donc, les immobilisations corporelles et incorporelles. L'autre chose que les entrepreneurs ne savent pas, c'est que en matière de projection financière ou bien dans le business plan de manière générale, chaque élément revient au moins 2 fois. Alors, les gens ont conçu le business plan comme un outil juste pour s'assurer que, OK, la personne a compris ce qu'il est en train de faire. Et donc, vous allez voir ici, on a déjà les immobilisations. Dans le tableau des amortissements, on va retrouver les immobilisations obligatoirement. Donc, chaque élément, que ce soit les immobilisations, que ce soit les redonnements, que ce soit les fonds de roulement, que ce soit les actifs, les passifs, ça revient au moins 2 fois. Et donc, ça permet à la personne qui analyse ou bien l'investisseur de s'assurer que, OK, vous n'inventez pas les chiffres ou bien vous n'inventez pas les données, vous savez ce que vous faites. Donc, dans le tableau des amortissements, on ne retrouve que les immobilisations et donc les immobilisations corporelles et incorporelles. L'autre chose aussi, c'est que tout ce que vous avez mis comme immobilisation ici doit se retrouver dans le tableau des amortissements, ni plus ni moins. Si vous avez mis ici des choses comme immobilisation qui ne se retrouvent pas dans le tableau des amortissements, c'est que automatiquement votre document n'est pas bien fait. Si vous avez mis des choses ici, on le retrouve dans le tableau des amortissements, mais il y a encore d'autres choses, c'est que vous n'avez pas bien fait votre document. Donc, dans le tableau des amortissements, on retrouve en fait uniquement toutes les immobilisations corporelles et incorporelles que vous avez prévues ici. D'accord? Et donc, c'est ça qui se retrouve ici dans le tableau des amortissements. Alors, le tableau des amortissements, comme je le disais, c'est pour pouvoir en réalité récupérer chaque année et mettre de côté l'argent que vous avez mis dans des équipements ou bien que vous avez immobilisé. D'accord? Et donc, pour déterminer les amortissements de manière annuelle, quand je dis annuité, c'est juste pour voir de manière annuelle qu'est-ce que je dois mettre de côté au niveau des amortissements pour renouveler mon équipement. Je vous donne un exemple concret. Vous avez acheté un tracteur à 5 millions et maintenant, le concepteur du tracteur vous dit que la durée de vie de votre tracteur, c'est 10 ans. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que chaque année, en fait, là, vous devez mettre de côté 500 000. Et donc, à la fin des 10 ans, vous avez encore vos 5 millions que vous devez utiliser maintenant pour racheter votre tracteur ou bien un nouveau tracteur. Si vous ne le faites pas, ce qui arrive, c'est ceci. Au niveau comptable, à la fin de la durée de vie d'un équipement, cet équipement n'a plus de valeur. Je sais que généralement, dans notre écosystème, un équipement dont la durée de vie est, je sais pas moi, est 3 ans, les gens utilisent ça sur 5 ans, 10 ans. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que si jamais un jour, vous avez un problème avec vos investisseurs, on va dire, OK, on envoie un comptable pour dire, allez estimer l'entreprise et dites-nous ce qu'on peut prendre. Vous avez un tracteur, pour vous, à votre niveau, ça fonctionne toujours, mais la durée de vie est déjà dépassée. Au niveau comptable, on va considérer que ce tracteur n'a plus de valeur et on va récupérer sans rien vous donner. Vous suivez? Donc, c'est important, en fait,
d'amortir vos équipements et de renouveler ça à la fin de la durée de vie de l'équipement. Et donc, généralement, au niveau comptable, vous allez voir, pour tous les équipements, au niveau comptable, il y a déjà leur durée de vie qui est fixée et donc leur amortissement aussi sont faits suivant la durée de vie. Donc, exemple concret toujours. J'achète un tracteur à 5 millions. D'accord? J'achète 2 tracteurs. Ça voudrait dire quoi? 5 millions. La valeur d'acquisition finale, c'est 10 millions. Pourquoi? L'unité, c'est 5 millions. Le nombre, c'est 2. Donc, 2 tracteurs fois 5 millions, ça fait 10 millions pour la valeur d'acquisition. La durée de vie, c'est 10 ans. Ça veut dire que je dois amortir sur 10 ans. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre jusqu'à 10 ans. Si vous faites déjà pour première, deuxième, troisième année, ça suffit. Mais vous devez savoir que vous avez amorti quand même sur 10 ans. Donc, 10 millions divisé par 10, c'est-à-dire que chaque année, vous devez mettre de côté 1 million sur 10 ans. Prenons un autre équipement. Supposons que vous avez acheté, je ne sais pas moi, une roue à 20 000 francs, dont la durée de vie est de 2 ans, d'accord, pour la roue. Vous l'avez acheté à 20 000 francs. Ça voudrait dire quoi? Si la durée de vie est de 2 ans, donc le nombre c'est 1, la valeur d'acquisition, en ce moment, c'est 20 000 francs, d'accord? Durée de vie, 2 ans. Et donc, chaque année, vous devez amortir 10 000, 10 000. Vous voyez? Et donc, au final, pour chaque immobilisation, vous faites les annuités. Donc, au final, vous avez le total pour chaque année d'amortissement à mettre de côté. Et donc, pour chaque année, vous mettez de côté les amortissements que vous allez utiliser maintenant pour vos projections dans le compte d'exploitation. Est-ce qu'il y a des questions pour le tableau des amortissements? Oui, allô, j'ai une question. Je peux aller? Allez-y. OK. Ma question concerne l'amortissement du terrain. Qu'en est-il de l'amortissement du terrain? Merci. Les terrains sont des éléments assez compliqués à amortir. Maintenant, moi, généralement, si c'est un terrain que vous devrez, comment dire ça, vous avez baillé, là, vous amortissez, d'accord? Un terrain que vous avez baillé, vous amortissez. Baillé, c'est que vous avez mis de l'argent en dessous. La personne qui vous a baillé le terrain dit que, OK, vous prenez le terrain pour 5 ans, mais vous payez 1 million sur 5 ans. Et donc, chaque année, en fait, ça fait quoi? Alors, si je ne me trompe pas, ça fait 200 000 francs. Et donc, vous avez mis 1 million comme bail pour le terrain sur 5 ans. Et donc, en matière d'amortissement, vous mettez en fait bail de terrain. Quand vous mettez bail de terrain, et donc un terrain, valeur d'acquisition 1 million, durée du bail, en fait, c'est le bail. Ce n'est pas la durée de vie du terrain, c'est la durée de vie du bail. C'est 5 ans. Et donc, amortissement 200 000, 200 000, 200 000, 200 000 sur 5 ans. Voilà, à peu près. Maintenant, si c'est votre propre terrain, d'accord? Si c'est votre propre terrain, en réalité, vous n'avez pas besoin d'amortir ça. Pourquoi? Parce que l'année prochaine, le terrain est toujours avec vous. C'est compliqué à ce niveau quand c'est votre propre terrain parce que certains terrains perdent de la valeur alors que d'autres terrains augmentent en valeur. Et donc, c'est toujours compliqué au comptable de pouvoir estimer ça dans le projet. Par contre, au niveau du compte d'exploitation, vous pouvez mettre ça comme dépense. D'accord? Que vous avez apporté ça en fait comme dépense dans le projet. Et donc, au niveau des apports aussi, au niveau des apports dans votre projet, quand vous faites le business plan, on va vous demander quel est votre apport. Vous pouvez utiliser le terrain comme apport si le terrain vous appartient. Mais si c'est un bail, vous pouvez amortir le bail du terrain. Voilà un peu. Merci bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le tableau des amortissements, sinon on avance? OK, parfait. Allô? Il y a une question? Et allez-y.
Bonsoir, cher formateur. Ma question, c'est dans l'ordre de la question qui vient d'être posée et répondue, c'est toujours par rapport au terrain. Bon, il y a des cultures qui déprécient la valeur du terrain. Si je prends par exemple le soja, où on ne veut pas cultiver sur un même terrain pendant plusieurs années enchaînées, puisque les itinéraires techniques préconisent qu'il y ait de l'alternance. Bon, si on suppose qu'il y a aussi d'autres types de cultures ou bien des productions qui font que on ne veut pas exploiter le même terrain sur plusieurs années enchaînées. Bon, dans notre comptabilité, nous voulons faire des prévisions, des provisions, je dirais, pour pouvoir renouveler le terrain, bien pour pouvoir entretenir ce terrain, sur quelle ligne placer ces genres de dépenses. Alors, c'est pour ça que je vous dis, oubliez le terrain, voyez plutôt l'argent que vous avez utilisé pour pouvoir acquérir ce terrain. Et donc, si je ne me trompe pas, dans le domaine agricole, il y a deux possibilités. Première possibilité, OK, chaque année, vous payez quelque chose pour utiliser le terrain. En ce moment, l'argent là rentre en fait dans les actifs à court terme, d'accord, dans le fonds de roulement. La personne n'a qu'à éteindre son micro, s'il vous plaît. Parfait. Donc, en ce moment, vous utilisez en fait, vous rentrez dans le fonds de roulement. Maintenant, si vous utilisez l'argent pour faire plutôt un bail sur une longue durée, 3 ans, 4 ans, 5 ans, en ce moment, ça rentre dans immobilisation. Vous avez immobilisé de l'argent. C'est pour ça que je vous dis, ne pensez pas au terrain à ce niveau, au niveau comptable, ne pensez pas au terrain. Pensez plutôt à l'argent que vous avez utilisé pour pouvoir acquérir le terrain. Est-ce que cet argent, vous renouvelez ça chaque année et en ce moment, ça rentre dans le fonds de roulement ou dans le renouvellement? Ou est-ce que vous avez mis de l'argent sous le terrain pour 3 ans, 4 ans, 5 ans? En ce moment, vous mettez ça dans immobilisation et vous amortissez. Mais si vous renouvelez ça chaque année, là, en ce moment, ça rentre en fait dans les dépenses, dans les charges directes de l'entreprise. D'accord? Mais si vous avez mis derrière, vous avez baillé pour une longue durée, en ce moment, ça rentre dans les amortissements et non plus les charges. C'est ça la différence. C'est bon? C'est compris? Oui, c'est bon. C'est bon. OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le tableau des amortissements? OK, s'il n'y a pas de questions, on va aller directement maintenant au compte d'exploitation proprement dit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le compte d'exploitation, en fait, ça permet de voir les résultats que font l'entreprise. Est-ce qu'on fait des pertes ou bien est-ce qu'on fait des profits? Et donc, c'est très, très facile normalement, d'accord? C'est très simple. C'est juste, première étape, c'est de voir, OK, j'ai vendu tel, ou bien après j'ai parlé cycle d'exploitation, j'ai vendu tel. Maintenant, pour faire toute la production, ou bien pour jusqu'à aller à la vente, voilà les dépenses que j'ai eu à faire. Vous faites les recettes ou ce que vous avez vendu, moins toutes les charges de l'entreprise, et vous avez ce qu'on appelle le résultat brut d'exploitation. Donc, ici, il y a tout ce qui est recette ou bien tout ce qui est vente de produits ou de services. On a le grand tas qui est total des recettes. Ici, vous avez les dépenses. Maintenant, ce qui est important à savoir ici, c'est que ici, tout ce qui est immobilisation se retrouve sous forme d'amortissement. Donc, le tableau qu'on a fait là concerne en fait ici, si on prend cette partie du tableau, tout ce qui est immobilisation corporelle et incorporelle se retrouve dans le compte d'exploitation sous forme d'amortissement. Et maintenant, toutes les autres charges ou bien toutes les autres choses dépensées sur l'année en matière de fonds de roulement, en matière de renouvellement, fonds de roulement renouvellement, se retrouvent directement dans le projet sous forme de charges. D'accord? Alors, l'autre chose à ne pas oublier aussi, quand vous faites vos dépenses, n'oubliez pas en fait que les intérêts que vous devez payer, d'accord,
Et les paiements que vous faites sont des charges pour l'entreprise qu'il faut déduire en fait des recettes. Et donc, quand vous faites les recettes moins les charges, d'accord, vous avez ce qu'on appelle le résultat brut d'exploitation, d'accord, A moins B. Alors, je ne sais pas si, voilà, A moins B. Maintenant, après avoir obtenu le résultat brut d'exploitation, vous enlevez ce qu'on appelle les impôts. Alors, tout le monde connaît les impôts, je pense, au Togo. OTR, d'accord? Vous enlevez l'OTR et vous avez en fait ce qu'on appelle le résultat net. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de comment on calcule les impôts, mais pour faire très simple, vous avez plusieurs possibilités, ou bien l'OTR a mis en place plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est ce qu'on appelle l'IMF, l'impôt minimum forfaitaire, qui est payé obligatoirement que vous fassiez du bénéfice ou non. Et donc, c'est calculé en réalité sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est ce que vous faites comme recette. Et donc, que vous avez fait, je ne sais pas moi, que votre résultat soit négatif ou positif, cet argent est prélevé obligatoirement. D'accord? Maintenant, l'autre chose qu'on utilise aussi comme impôt, c'est ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, en fait, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ça doit être autour de 28 ou 27% du résultat brut d'exploitation. Alors, juste pour donner un exemple, supposons que vous avez fait comme recette 1 million, que vous avez dépensé, je ne sais pas moi, comment on appelle ça, vous avez dépensé 500 000. Donc, vous allez trouver ici, au niveau du résultat brut d'exploitation, 1 million moins 500 000, ça fait 500 000. Pour connaître votre impôt, je conseille généralement aux entrepreneurs de prendre en fait 30% de ce que vous avez trouvé ici, donc 30% de 500 000. D'accord? 3 fois 5, 15, donc ça fait autour de 150 000 francs comme impôt normalement que vous devez payer. Parce que quand on calcule tous les impôts normalement qui existent, vous êtes autour de 30%. Alors, dans les projections, il vaut mieux prévoir ça de cette manière pour éviter les surprises. Il est possible qu'on vous demande finalement de payer plutôt 1% de votre chiffre d'affaires juste comme impôt, ou très simplement vous rapprochez d'un comptable ou d'un service de l'OTR. Il vous dira exactement, suivant votre projet, quels sont les impôts que vous devez obligatoirement payer. Donc, quand vous allez enlever l'impôt de votre résultat brut d'exploitation, vous avez maintenant ce qu'on appelle le résultat net. C'est en ce moment que vous pouvez dire que non, oui, je suis content parce que je fais du chiffre ou pas. Jusqu'ici, jusqu'à votre résultat brut d'exploitation, vous ne pouvez pas encore être en joie. C'est quand vous avez fini de payer vos impôts ou bien d'enlever les impôts que vous pouvez dire, OK, oui, là, je fais du chiffre d'affaires. Donc, ça, dans le résultat net, c'est en ce moment, on dit que okay, vous avez votre résultat. Maintenant, vous allez voir qu'on a remis les amortissements ici. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, ici, on fait les amortissements. Vous avez mis ça dans les charges, mais ce n'est pas de l'argent à manger. Ce n'est pas de l'argent utilisé. C'est des charges, mais que vous mettez de côté pour renouveler vos équipements, pour renouveler vos immobilisations. Donc, on rajoute ça ici pour avoir ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. Juste pour savoir que j'ai fait comme résultat 250 000. J'avais ici des amortissements sur l'année de la première année, par exemple, de 1 million. OK, si j'ajoute un résultat net, j'ai 1 450 000. Donc, l'année prochaine, moi-même, je peux mobiliser 1 450 000 pour relancer mon activité. Ou à peu près. Donc, cet argent peut être utilisé pour relancer l'activité, ainsi de suite. Donc, ça permet à tout investisseur de savoir que pour les années à venir, quelle est votre capacité réelle? Et à vous-même de décider, OK, j'ai 1 500 000, j'ai besoin pour l'année prochaine de 3 millions. Je n'ai besoin que de rechercher 1 500 000 en plus. Voilà un peu. Donc, comme je le disais, le compte d'exploitation, c'est super facile normalement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas et on va voir, disons, le dernier tableau si je ne m'abuse pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions sur le compte d'exploitation? En tout cas, il n'y a pas de questions dans le chat, hein, en tout cas. OK. Donc, n'hésitez pas à contribuer. Hein. Sinon vous pouvez continuer, je pense, s'il n'y a pas de questions ou d'interruptions. Merci. OK, parfait. OK, avant de continuer sur le prochain tableau, sachez que le compte d'exploitation, généralement, va vous demander de vous projeter sur 3 ans minimum.
pas demander de faire la première année, de nous dire pour la deuxième année aussi combien vous pensez vendre, quelles seront vos charges, etc. Alors, ce n'est pas des choses à inventer en réalité. Il ne s'agit pas d'inventer, il s'agit de voir, OK, par rapport au marché disponible, par rapport à ma capacité actuelle, par rapport à la demande de la clientèle, la première année, voilà ce que je peux produire, ce que je peux vendre. Et donc, voilà les charges liées. Donc, première année, je compte produire pour, je ne sais pas moi, 1 million, d'accord, de tomates. Mais la demande sur le marché est de, je ne sais pas moi, 10 millions. Maintenant, vu ma capacité de mobilisation de ressources, je me dis qu'en deuxième année, je ne peux produire que 2 millions. Donc, j'ai doublé mon chiffre d'affaires parce que le marché existant me permet de le faire. Et non parce que, OK, on me dit juste de faire des projections, donc je dois mettre un chiffre là-bas. Non. C'est le marché qui détermine votre croissance. C'est important de garder cette chose en tête. C'est le marché qui détermine la croissance d'une entreprise. Ce n'est pas des projections juste sur du vide. D'accord? On fait ça aussi pour la troisième année, et ainsi de suite. On a eu des projets où on a demandé même des projections sur 10 ans. Mais là, ça tombe vraiment parfois dans la théorie. Alors, je pense que c'est le dernier tableau. Une minute. Ouais, bon, disons plus ou moins le dernier tableau qui est un peu compliqué à comprendre, mais qui est super facile aussi. On a vu les définitions tout à l'heure. Encaissement, c'est l'argent qui rentre. Décaissement, alors encaissement, c'est l'argent qui rentre. Décaissement, c'est l'argent qui sort. D'accord? Et puis, en caisse, c'est l'argent qu'il y a en caisse à un moment T donné. D'accord? Donc, le plan de trésorerie, c'est très simple. C'est juste, on veut voir dans vos projections, quand est-ce que l'argent rentre, quand est-ce que l'argent sort de votre projet. D'accord? Et maintenant, à chaque période, il y a combien dans la caisse en début de mois, en fin de mois. D'accord? Et quand est-ce que vous allez atteindre l'équilibre? L'équilibre se voit ici. L'équilibre se voit au niveau de excédent ou déficit. Vous allez voir, généralement, vous êtes à moins. À un moment donné, vous êtes à 0. Et ensuite, vous êtes à plus 5 000, plus 10 000, plus 100 000, ainsi de suite. Donc, on le fait généralement, ça dépend des activités, mais on le fait généralement minimum, on le fait par mois. Et la plupart des structures demandent qu'on le fasse sur 12 mois à 36 mois. Si déjà vous arrivez à faire ça sur 12 mois, c'est déjà bon. Et généralement, la plupart des cycles de production, c'est sur, en 12 mois, c'est possible de le faire. Maintenant, il y a l'ananas qui prend jusqu'à 18 mois. Et donc, en ce moment, vous devez faire votre plan de trésorerie sur 18 mois minimum quand on fait de l'ananas. Mais la plupart des produits, je pense que c'est moins de 2 ans. Sauf si vous êtes dans les fruitiers, vous êtes dans les produits de rente comme le cacao, etc. Et en ce moment, vous faites votre plan de trésorerie suivant la durée de votre cycle d'exploitation. Donc, prenons un cycle simple. Prenons par exemple la culture du maïs, pour faire simple. Je ne me rappelle plus trop de la durée, mais je pense que c'est 3 mois, 4 mois. Alors, ce qui va se passer dans le plan de trésorerie, c'est que vous allez voir le premier mois de l'argent va rentrer. Et c'est quel argent? C'est l'investissement que vous avez reçu ou bien c'est le crédit que vous avez reçu. D'accord? Donc, vous ne faites pas de vente. Parce que les entrées d'argent, soit c'est par des ventes, soit c'est par les financements que vous recevez, c'est pas des subventions, c'est pas des dons, etc. Donc, le premier mois, généralement, vous ne faites pas de vente, sauf si vous êtes dans le commerce. Mais si vous êtes dans la production agricole classique, premier mois, vous ne faites pas de vente, mais il y a de l'argent qui rentre sous forme de crédit ou sous forme de subvention, sous forme de dons, etc. ou sous forme de votre apport. Vous mettez ça. Donc, c'est ça les encaissements. Maintenant, les décaissements, eux, ils sortent tout le temps. Sur les premiers mois, sur les 3 ou 4 premiers mois où votre culture est en train de grandir, vous ne faites pas encore de vente ou de récolte, mais vous faites quand même des dépenses. Vous allez payer des loyers, des salaires, faire des entretiens, faire de la publicité, faire de la connexion, appeler des gens, payer des frais bancaires, etc. Donc, les 2, 3, 4 mois, il y a des décaissements. Même si, au niveau des encaissements, il n'y a plus d'encaissement, il y a quand même des décaissements. Maintenant, à partir peut-être du 5e mois, alors normalement, c'est un tableau
à faire sur... donc, vous devez continuer, d'accord? Premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, sixième mois, jusqu'à 12 mois, 18 mois pour la nana, ainsi de suite. Donc, vous allez voir à partir du quatrième mois ou bien du cinquième mois, là, en ce moment, il commence à avoir des entrées sous forme de vente, des encaissements sous forme de vente. D'accord? Les décaissements continuent. Et donc, quand on arrive ici, c'est qu'à chaque mois, on fait le total des encaissements, on fait le total des décaissements du mois. Et donc, vous faites les encaissements moins les décaissements, vous avez ce qu'on appelle soit les excédents ou les déficits. Donc, si par exemple ici, le premier mois, votre total des encaissements est par exemple de 100 000 francs sous forme d'investissement, alors que déjà vous faites des dépenses sous forme de 50 000 francs sur le premier mois, quand on va faire 100 000 moins 50 000, au niveau de trucs là, on est en excédent. Donc, vous avez encore 50 000 francs ici, d'accord? Vers le deuxième mois aussi, vous allez avoir encore quelque chose ici, ainsi de suite sur tout le mois. Parfois, c'est négatif. Prenons par exemple, OK, vous avez eu comme entrée d'argent sous forme d'investissement 100 000, mais vous avez fait des dépenses qui dépassent en fait l'investissement que vous avez reçu. Donc, vous avez fait par exemple 150 000. Vous allez voir au niveau ici, vous allez voir que vous êtes en déficit. Vous allez voir par exemple moins 20 000 ou bien moins 30 000, ainsi de suite. Maintenant, la partie encaisse, l'encaisse, je vous ai dit, c'est ce qu'il y a dans la caisse. Et donc, au mois 1, l'encaisse d'ouverture du mois 1, c'est 0. Pourquoi? Parce que au début du mois, vous n'avez rien dans la caisse. D'accord? Maintenant, l'encaisse, pour avoir la caisse de fermeture à la fin du mois, c'est très simple. Vous prenez en fait ce que vous avez trouvé, soit comme quand vous avez fait ici les encaissements moins les décaissements, ce que vous trouvez ici, vous faites moins ce que vous avez comme encaisse d'ouverture et vous avez ce qu'on appelle les encaisses de fermeture. Donc, supposons ici, vous avez eu 100 000 francs comme encaissement. Décaissement, 50 000, d'accord? Ici, vous avez ici comme chose là, encaisse d'ouverture 0. Donc, vous avez encaisse de fermeture ici, les 50 000 moins 0. Donc, ici, vous avez 50 000 francs à la fin du premier mois. Vous prenez l'argent que vous avez à la fin du premier mois, que vous remettez comme encaisse d'ouverture du mois 2. Donc, ici, vous aurez 50 000. Vous refaites le calcul, ce que vous retrouvez ici. Supposons que vous avez trouvé 20 000. Donc, vous prenez 20 000 là comme excédent, plus votre encaisse d'ouverture que vous avez ici, et vous avez votre encaisse de fermeture. Le plus souvent, en début d'activité, vous avez généralement ici des déficits. Donc, vous allez voir moins 5 000, moins 20 000, moins 100 000, ainsi de suite. Et donc, vous avez des encaisses de fermeture généralement qui sont négatives, peut-être sur 4 mois, jusqu'à ce que des ventes commencent. Quand les ventes commencent, vous allez commencer à avoir peut-être plus 100 francs, plus 1000 francs, plus 10 000 francs. Et vous allez voir quand est-ce que vous atteignez un moment où vous commencez à rembourser. Et donc, c'est un tableau important pour les investisseurs parce que ça leur permet de dire, OK, le projet ne commence à être en excédent qu'à partir du 5e mois. Donc, si le jeune demande à rembourser à partir du 6e mois, c'est normal. Ça vous permet vous aussi de pouvoir négocier, de dire, OK, à l'investisseur, voilà mon tableau de trésorerie, qu'on pourrait le voir vous-même. Pendant près de 6 mois, je suis en déficit, je suis négatif. Et donc, je demande à ce qu'on me donne 6 mois minimum avant de commencer à rembourser mon crédit. Donc, voilà un peu brièvement présenter le plan de trésorerie. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. D'accord. Bon, ça devient peut-être un peu compliqué, mais en pratiquant, vous allez voir, c'est pas aussi compliqué que ça.
il suffit de maîtriser les définitions, comme je l'avais dit au tout début. C'est quoi encaissement, c'est quoi décaissement, c'est quoi actif à long terme, passif à long terme, etc. Et vous saurez où placer quoi. Le reste, c'est la pratique. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on passe au dernier tableau. Ça, c'est vraiment le dernier qui rentre dans les projections financières. OK. S'il n'y a pas de questions, on passe au dernier tableau. Le bilan de fin d'année, en fait, c'est le bilan de fin d'année ou bien de fin de cycle qui permet, en fait, à vous-même et à l'investisseur de voir est-ce que, comme je vous l'ai dit, les choses se répètent. Donc, on veut voir est-ce que ce que vous avez dit en début d'année, donc vous allez voir, en fait, que les actifs de début d'année se retrouvent ici, toujours dans le bilan de fin d'année, ainsi que les passifs de fin d'année. Donc, obligatoirement, vous devez vous assurer que les actifs dont vous avez parlé en début d'année, c'est les mêmes que vous mettez ici, parce que c'est ce qu'on demande. On demande ici les actifs en début d'année. Et donc, les passifs dont vous avez parlé aussi en début d'année doivent se retrouver ici. Maintenant, on vous demande aussi de mettre en fait vos actifs en fin d'année et aussi vos actifs et vos passifs en fin d'année. Alors, et donc ça aussi, en fait, c'est des choses qui se répètent. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous avez prévu de faire comme activité qui va vous permettre de générer les actifs de fin d'année et de générer aussi les passifs ou les dettes que vous avez en fin d'année. Et donc, c'est des choses qui se répètent encore et permettent de dire que le document est solide parce que quand les choses se répètent une, deux ou trois fois, le jeune ou bien l'entrepreneur garde toujours les mêmes chiffres, garde toujours les mêmes données. Maintenant, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez fait de belles projections, mais de bonnes projections, normalement, les actifs en fin d'année doivent être supérieurs aux actifs en début d'année. Pourquoi? Parce que plus vous vendez, plus vous faites de bonnes activités, plus vous investissez dans des actifs, dans des possessions pour l'entreprise. Alors, les passifs en fin d'année doivent être diminués par rapport aux passifs en début d'année. Pourquoi? Parce que qui dit passif dit dette. Donc, vous avez payé une partie de vos dettes, donc vous devez avoir moins de dettes en fin d'année. Vous avez payé les passifs ou bien les dettes à court terme, vous les avez payées. Donc, vous devez avoir moins de dettes en fin d'année qu'en début d'année. D'accord? Maintenant, ce n'est plus obligatoire que les actifs ou bien le total des actifs en fin d'année soit égal au total des passifs en fin d'année. Par contre, le total des actifs en début d'année est toujours égal au total des passifs en fin d'année. Et ça ne va pas varier. Donc, voilà un peu le bilan de fin d'année. Et ce bilan peut être fait en fin d'année comme ça peut être pour vous-même. Ça peut être fait en fin d'année comme ça peut être fait après 6 mois de manière semestrielle. Ça peut être fait de manière trimestrielle pour que vous ayez une idée de qu'est-ce que j'ai comme dette, qu'est-ce que j'ai fait comme investissement, est-ce que le projet marche ou pas, ainsi de suite. D'accord? Donc, ça vous donne une idée à peu près de comment se présente l'entreprise. Donc, un bilan, en fait, c'est une photo de l'entreprise à un instant T donné. Voilà un peu pour le bilan de fin d'année. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Il reste, je pense, 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, mais je vous ai perdu? Oui, vous n'avez pas affiché les diapos pour les bilans de fermeture pour nous permettre de bien suivre. Le bilan de fin d'année, c'est ça qu'on a en fait je ne sais pas si vous avez le truc devant, enfin, vous arrivez à voir mon écran, non? Non, non, non. On n'a que votre image, on n'a pas l'écran. L'image, il y a bilan. Vous n'avez pas le tableau avec bilan prévisionnel? C'est un problème de connexion avec lui. Moi, j'ai le tableau avec moi. Ok, d'accord. Okay. Donc, chef, il paraît que c'est à votre niveau le problème. Bien désolé. Reçu. De toutes les manières, dans les documents qui seront renvoyés, vous verrez tout cela.
C'est bon? On vous renverra le lien D'autres questions? de la vidéo s'il faut revoir avec les diapositives au même moment. Et de toute façon, le PowerPoint, est-ce qu'il y a d'autres questions? le document sera renvoyé. Je pense qu'une question qui a été posée. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Oui. Monsieur Amoussou, la question qui a été posée, c'était est-ce qu'il y a un lexique qui permettrait d'expliquer les terminologies financières, ou quelque chose que vous conseillez ou une source de référence? Oui, allô? Oui. S'il vous plaît, c'est dessous au micro. J'ai une question. Je voudrais encore plus d'éclaircissement au niveau du solde en fin de mois. Comment cela se calcule? Je voudrais avoir plus d'éclaircissement là-bas. Et aussi solde en début de mois. Ok, d'accord. Adrien, pour ta question, je pense que j'ai envoyé un document PDF où c'est écrit guide de rédaction de la partie financière du business plan. Et donc, dans ce document, il y a toutes les définitions qu'on a vues tout à l'heure. Ah oui, tout à fait. Ce document est en ligne. Voilà, parfait. Donc, il y a tout là-dedans. Oui, je suis en ligne. Ok, monsieur Dossou. Pour le calcul, je disais, oui, c'est très simple. Les encaissements, c'est tout ce qui rentre comme argent, d'accord? Les décaissements que vous avez fait dans le mois. Alors, à partir du moment où vous voulez devenir entrepreneur ou bien vous voulez faire un business plan, vous devez commencer à avoir ce qu'on appelle un cahier d'entrée ou de sortie ou un cahier comptable, où vous mettez en fait tout ce que vous avez eu comme entrée d'argent dans le mois et tout ce que vous avez eu comme sortie d'argent. C'est très simple. Vous devez les écrire à chaque fois. Vous pouvez faire ça dans un cahier avec un stylo ou vous pouvez avoir, si vous êtes à l'aise avec un ordinateur, avoir un fichier Excel ou bien un fichier Word, je ne sais pas, où vous notez tout ce qui est rentré d'argent dans le mois, tout ce qui est sorti d'argent. D'accord? Et donc, tout ce qui est rentré d'argent, on appelle ça encaissement. Tout ce qui est sorti d'argent, on appelle ça décaissement. Et maintenant, quand vous faites les entrées d'argent moins les sorties d'argent ou encore les encaissements moins les décaissements, vous avez ce qu'on appelle les excédents ou les encaisses. Les encaisses, c'est ce que vous avez dans la caisse. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Quand c'est positif, ça veut dire que vous avez de la liquidité dans votre caisse. Quand c'est négatif, ça veut dire que vous avez des dettes à rembourser. Donc, le calcul est comme ça, c'est très simple. Si vous arrivez déjà à faire ça, c'est déjà extrêmement bon. Et donc, vous le faites chaque mois, en fait, et vous mettez ça dans le tableau. C'est bon, monsieur Dossou? Monsieur Dossou, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Okay, merci beaucoup, c'est très bon. Ok, parfait. Avec ce tableau, normalement, le bilan de fin d'année, nous terminons ainsi, en fait, une grande partie, du moins la base des besoins, enfin, des projections financières. C'est vraiment, je le répète, c'est vraiment la base, d'accord? Quand vous voulez demander, je sais pas moi, 30 millions, à partir de 30 millions, 50 millions, on va vous demander en fait de faire beaucoup plus de choses, d'accord? Par exemple, le tableau des investissements, d'accord, qui permet de voir en matière de chiffres, quand est-ce que vous allez faire tel investissement, qui va l'apporter, quand est-ce qu'il va l'apporter, etc. Donc, c'est un autre tableau aussi, toujours qui rentre en fait dans les projections financières. On va vous demander de calculer certains éléments de manière chiffrée. Par exemple, le seuil de rentabilité, on calcule ça en fait. Il y a des formules mathématiques pour calculer ça. Mais ça rentre en fait dans un autre niveau de fonctionnement. Pour ne pas vous troubler, je me base sur, vous pouvez vous baser déjà sur ce qu'on vient de faire là, plus les documents qu'on va vous renvoyer, ou bien M. Adrien dit que c'est déjà sur la plateforme, vous pouvez télécharger, je crois.
il y a un document PDF qui vous permet de revoir toutes les définitions. Maintenant, il y a des canevas de business plan aussi qui ont été envoyés, sur lesquels vous pourrez travailler. Je crois que j'ai envoyé aussi cette formation, bien sûr, cette diapo qui sera mise aussi à votre disposition pour pouvoir revoir les choses et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, sur ce, je pense que je suis à l'heure pile et poil. J'adore être à l'heure. Et donc, s'il y a des questions, je pense qu'il y en a encore pour 2 minutes, 3 minutes. S'il y a des questions, vous posez. S'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, vous le dites et puis on va voir. Voilà, Adrien. Merci beaucoup. Oui, j'ai une question à propos des encaissements. Oui, allez-y. Oui, sur le tableau, j'en ai vu 30 jours, 60 jours, 90 jours. Vous n'avez pas expliqué en détail. Ok, d'accord. C'est très simple. En fait, il y a des choses. Alors, juste pour ne pas oublier, c'est des modèles. Ça veut dire que vous pouvez les réadapter, vous pouvez les reformuler suivant vos besoins. Alors, il y a des projets, leur rentrée d'argent, genre, ils vendent quelque chose aujourd'hui, mais l'argent ne rentre qu'après 1 mois. Certains même, l'argent ne rentre que trimestriellement. Certains, c'est chaque 2 mois. Certains, c'est des ventes au comptant. Vente au comptant, c'est que la personne, vous lui vendez la chose, la personne vous paye automatiquement. Donc, c'est journalier, c'est quotidien. D'accord? Certains, c'est hebdomadaire, donc c'est chaque semaine. D'autres, c'est mensuel, donc chaque 30 jours que l'argent rentre. D'autres, c'est semestriel. Il y a des projets même où la rentrée d'argent, c'est annuel, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment pour dire que, OK, parfois, l'argent peut rentrer au comptant, donc chaque jour, d'accord, tout au long du mois. Parfois, ça ne rentre que chaque 30 jours, ainsi de suite. Voilà un peu. Maintenant, vous pouvez enlever certaines choses et l'adapter totalement à votre projet. D'autres questions? Oui, autre question, c'est par rapport aux ventes. Souvent, avec les gens, hein, et puisque sur le marché, les ventes, c'est pas quel conseil. Alors, quelqu'un peut répondre à la question parce que bien quelqu'un l'a entendu pour répondre correctement. Oui, pardon, je vous rappelle tout de suite, je suis en formation, s'il vous plaît. Dans 5 dimensions. Oui. Est-ce qu'il peut répondre à la question? Je n'ai pas compris la question, s'il vous plaît. Oui, la question autour des estimations des ventes. Voilà. En tant que primo-entrepreneur, sur le marché, nous faisons des études de marché et quelquefois, estimer la réalité des chiffres à propos des ventes et la globalité du marché est un peu compliqué. C'est ça, je demande des conseils que vous avez pour nous, puisque nous parlons d'études de finance et de la réalité. Ok, d'accord. Bon, je ne sais pas comment vous avez... vous êtes rentré dans le processus d'entrepreneuriat, mais dans la création de votre entreprise. Mais généralement, nous, ce que nous faisons en matière d'accompagnement à CUP, c'est que quand tu viens chez nous et que tu dis que tu veux lancer un projet, on te dit va sur le terrain. On t'aide par exemple à faire, je sais pas moi, à faire le business model, mais tu ne fais pas encore le business plan. On te dit va sur le terrain, commence à toucher des clients, commence à vendre, et une fois que tu as commencé à vendre, reviens nous voir, maintenant on va faire le business plan. Pourquoi? Ça permet à ce que même le primo-entrepreneur, il a déjà commencé à vendre, il a commencé à déjà avoir des clients. Il sait que, OK, avec lui-même, il a mis par exemple 56 000 et il a pu toucher, je ne sais pas, 10 clients. D'accord? Et donc, quand il va revenir, qu'il va nous dire, écoutez, je veux 500 000 et que je peux toucher avec ça 100 clients, on sait que c'est basé sur du concret. Ce n'est pas des choses inventées. Et donc, moi, ce que je peux recommander, parce que je recommande souvent à tout entrepreneur, c'est qu'avant d'aller prendre du financement, quel que soit le projet, lance l'entreprise à petite échelle
ou du moins se lance avec tes premiers moyens de bord. Ça consolide même ton projet parce que quand tu vas chez un investisseur qui te dit, OK, tu dis tu veux 2 millions et qui te demande qu'est-ce que tu as déjà fait, même si ce n'est pas grand-chose, si même tu n'as vendu qu'à 1 ou 2 clients, il sait que, OK, toi-même tu as déjà mis 10 000 francs et que s'il te donne 100 000 francs, tu pourras atteindre 20 clients. Donc, c'est le seul conseil que je peux vous donner pour pouvoir faire de bonnes projections. Il faut commencer, il faut aller sur le terrain, il ne faut pas attendre. Vous ne faites que le business plan pour aller rechercher du financement que quand vous avez déjà validé 1, 2, 3, 4, 5 clients, vous savez, vous êtes sûr, certain qu'il y a un marché et vous connaissez déjà le potentiel du marché parce que des clients vous demandent en fait vos produits et services. Et non juste parce que vous vous êtes dit, non, je suis sur un marché, mais je veux me faire une entreprise, donc je veux me projeter. Non, on se projette par rapport à ce qu'on a déjà commencé à faire. Voilà un peu. Merci beaucoup, c'est très enrichissant. D'accord. D'autres questions? Oui, allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup pour les explications. En fait, ma question, ça s'adresse beaucoup plus à monsieur Adrien. Je voudrais qu'il puisse vraiment nous aider à avoir le support. Parce que jusqu'ici, tous les cours qui ont été faits, je n'ai pas réussi à avoir le support PDF. Donc, c'est pour voir s'il peut nous aider par rapport à ça. Merci. Bonsoir. Je vais répondre à la question tout de suite. On a vu le problème, en fait. En 2 mots, en fait, une partie des utilisateurs avait justement été bloquée en dehors du système d'accès aux documents. Donc là, vous avez vu pendant la séance, j'ai rajouté d'autres personnes. On va aussi faire un email à tout le monde. Et vous-même, je pense, envoyez-moi juste votre... vous êtes bien monsieur Dominique Sama, hein, c'est ça? Oui, oui. Je vais vérifier avec vous. Et votre email est sama2@gmail.com, c'est ça? Tout à fait. Oui, c'est ça. Très bien. Je viens de vous ajouter à l'instant, typiquement. D'accord, merci beaucoup. Donc, ça devrait débloquer votre situation. Moi aussi, j'ai le même problème que Dominique. Ok, oui, super. Okay. Mettez ça dans le chat et je vais vous ajouter à la main tout de suite pour ceux qui avaient été bloqués hors du système. Okay. Et on va faire un email de rappel aussi puisque, en effet, il y a plusieurs dizaines de gens qui ont été mis hors du système et on a réussi à trouver le problème sur la plateforme. Donc tout ça est réglé. Enfin, ou va être réglé pour ceux qui sont en train de me demander. Est-ce que vous avez une dernière question pour monsieur Amouzou, peut-être le conférencier, avant qu'on ajourne la séance et qu'on se retrouve la semaine prochaine? Et si c'est pas le cas, je pense qu'on va pouvoir remercier chaleureusement monsieur Amoussou pour cette séance technique très complète. Merci monsieur Amoussou. Ok, merci à vous. J'espère vraiment que ça a été utile. Ça a été vraiment, ouais. Merci beaucoup. Ok, merci. Et pour tous les autres, super bonne soirée. Merci beaucoup. Et pour tous les autres, restez juste là. Je suis en train de rajouter pour ceux qui ont eu des soucis. Merci. Bonne soirée.